Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la 7e saison de Codefax. On rentre dans le vif du sujet, on parle des clubs. Aujourd'hui, 3 clubs au programme, Ajoie, Bienne, Fribourg, avec 3 journalistes, Rafik Ouyumjian du quotidien jurassien, avec Lyndon Viglino qui présente notamment la Stammtisch, et puis avec Pierre Chouvet de La Liberté. Et puis on va faire comme l'année passée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus probable. Greg a préparé 5 ou 6 thématiques qui nous permettront de discuter de ces 3 clubs romans. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Déjà le deuxième épisode de la saison, on enchaîne pour dire qu'on est qu'en août. Il faut. On a le hockey du mois d'août, on verra si on a les podcasts du mois d'août, si on est du même niveau. On va essayer de faire un petit peu mieux que certaines équipes ces temps en match de préparation. Aujourd'hui, on commence par 3 clubs, Ajoie, Bienne et Fribourg, avec 3 spécialistes de ces 3 clubs qui vont se succéder à notre micro. Commençons par ordre alphabétique, le HC Ajoie. Pour parler du HCA, on a Rafik Ouyumjian, journaliste au quotidien jurassien. Salut Rafi. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Ciao. Salut. Et comment ça se passe du côté de Port-Rentruy ? La ferveur commence ou elle s'arrête jamais ? Ou comment as-tu vécu cet été ? Ouais, évidemment, là, en ce moment, il y a une petite excitation qu'on sort chez nous, comme évidemment chez vous aussi, là, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour cette nouvelle saison du HC Ajoie en National League. Je dirais même qu'il n'y en a peut-être pas eu autant depuis le retour en 2021. Donc oui, beaucoup d'excitation. Et aussi, Vas-y. Aussi parce qu'il y a une grande nouveauté au HC Ajoie pour cette saison à venir, on va en parler, c'est l'arrivée de ces 3 joueurs finlandais. Justement, j'allais demander si les cours Migros de Finnois sont pris d'assaut du côté de Port-Rentruy ou bien ça va encore, il y a 2-3 places. Alors, il s'exprime parfaitement bien en anglais, ce qui nous permet déjà de communiquer avec eux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer les 3 ensemble, là, déjà, et puis ils s'acclimatent à la vie jurassienne. Justement, parlons déjà de l'actualité. On n'a pas encore vu jouer Oula Palvé, qui génère de grosses attentes. Ouais, alors, je pense que vous voulez des nouvelles d'Oula Palvé, c'est ça ? Toute fraîche, si t'en as. Alors, moi, je ne suis pas le responsable comme du HC Ajoie, mais de ce que je sais, ça peut être plutôt positif pour le mois de septembre. Je sais qu'il s'entraîne. On m'a dit qu'il patinait assez fort et donc la possibilité de le voir en début de saison, c'est une option. Voilà, c'est une option. Mais comme on dit, il faut laisser faire le processus. Et justement, parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui, c'est quand même le meilleur compteur du dernier championnat de Finlande, juste devant Turkulainen, son coéquipier probable ailier s'il est en santé. Et c'est là, tu dis justement qu'il y a pas mal d'excitation autour de la saison du HCA. Eh bien, on va commencer directement par un qu'est-ce qui est plus probable, comme on avait fait l'année dernière. Phil Michael DeVos joue plus de 30 matchs cette saison, ou justement Oula Palvé en joue plus de 30 ? Ah, tu veux que je choisisse un des deux ? Moi, qu'est-ce qui est plus probable ? Le plus probable, on va dire que les deux vont jouer plus de 30 matchs, mais c'est plus probable qu'Oula Palvé joue plus de 30 matchs. On espère le voir évidemment sur la glace tout au long de la saison. Il file aussi. Justement, l'année passée, on a eu un Phil Michael DeVos qui a été, on va dire, en panne de réussite, pour pas dire plus que ça. C'est une question de malchance, c'est une question de rythme, c'est une question d'âge. Comment toi tu l'as vécu ? Parce que voir DeVos à la peine comme l'année passée, ça fait bizarre. On n'est pas habitué. Ouais, c'est déjà une question de retour de blessure. On sait que il y a eu l'opération et que voilà, il lui a fallu du temps à Phil de retrouver un rythme. Peut-être qu'il a commencé un petit peu trop tôt et voilà, il va entamer sa 10e saison consécutive au HC Ajoie et il a attendu évidemment, il a attendu au tournant, lui comme un autre étranger, peut-être qu'on va parler aussi, qui a été aussi à la peine la saison passée, c'est TJ Brennan. Oui. Et voilà, avec l'arrivée des 3 Finlandais, on peut imaginer Phil Michael DeVos dans un autre rôle, voilà, avec une autre possibilité aussi de se mettre en évidence au sein de ce HC Ajoie. Juste pour remettre dans le contexte de DeVos, première saison en National League en 2021-22, c'est 38 points en 51 matchs, c'est 43 en 47 l'année d'après. Et puis par contre, alors c'est la dégringolade de 13 points en 37 matchs, 4 buts, 9 assists.
où là, on avait l'impression que je sais pas, c'était la saison de trop, mais il y a quelque chose qui allait pas. La saison de 3 à 33 ans, c'est quand même un peu sévère. Disons, il a que 34 maintenant. Ce HCA, il aura quel visage la saison prochaine? Tu vois quand même une continuité malgré ces 3 Finlandais justement qui arrivent et qui peuvent donner une autre culture ou finalement la culture, elle vient pas des joueurs, elle est implémentée par un Christian Wohlwend? Alors la culture vient de différents facteurs différents, dont les joueurs, dans l'entraîneur, dont aussi l'environnement autour du club. Moi, je pense que c'est quand même le meilleur HCA que l'on verra depuis le retour en National League en 2021. À partir de là, est-ce que ça sera suffisant pour viser bien plus haut? C'est la question. Et puis, le début de saison, il répondra. Christian Wohlwend a amené beaucoup de stabilité défensive à l'équipe. Il faut continuer avec ça. Il faut que le club gagne aussi en constance, c'est-à-dire d'aligner des bons résultats et pas seulement gagner un match de temps en temps. Et puis ce souffle finlandais doit permettre de faire ce pas en avant. On parle de 3 Finlandais justement. On a nommé Palve, on a nommé Turkulainen. Le 3e, c'est Nettinen. Oui. Nettinen, on le connaît bien pour... Bien, j'exagère un peu, mais on le connaît parce qu'il a une 30aine de matchs en Suisse. Il avait été extraordinaire au début de son passage à Ambry. Il était blessé ensuite, mais il a quand même il a marqué 17 buts en 32 matchs. Tu l'as vu jouer déjà depuis le début de la préparation estivale du HCA, et ces 2 du coup avec Turkulainen, tu les as déjà vus à l'œuvre? Oui, alors je les ai vus à 2 reprises, face à Cloton et face à Bâle la semaine passée, à chaque fois associé avec Philippe Michael De Vos au sein de la première triplette. Les 2 Finlandais n'ont pas encore marqué en préparation. Ils sont encore en train de chercher les automatismes. Turkulainen a un tout beau patinage, petit gabarit. Turkulainen, ça sera sa première expérience en dehors de la Finlande. Élu MVP la saison passée en Liga finlandaise. Et Nettinen, tu l'as dit, on le connaît aussi, on le connaît bien. Et ça doit amener cette envie d'aller encore plus vers l'avant au HCA Joie. Ça fait presque... Je ne sais pas comment toi tu le vis, mais j'ai vraiment pas envie de paraître hautain vis-à-vis du HCA, mais ça fait presque bizarre de voir le premier du championnat de Finlande et le 2e meilleur compteur du championnat de Finlande débarquer à Ajoa, puis on se dit, mais comment c'est possible? Toi, tu t'es aussi posé cette question en disant déjà, c'est des Finlandais, ils débarquent du championnat de Finlande, donc déjà, c'est pas des Québécois. Il y a plusieurs facteurs qui font que ces transferts sont surprenants. Ça t'a aussi étonné, toi? Bon, c'est complètement exotique, au HCA Joie de voir les Finlandais. C'est une première dans l'histoire du club. Et en plus, les voir arriver 3... opaque, et surtout c'est des moves qui se sont faits très tôt. Turkulainen, je crois que ça a été annoncé déjà au mois de février, fin février ou début mars. Il y a une histoire. C'est peut-être quelque chose de nouveau, les joueurs finlandais au HCA Joie, mais l'empreinte finlandaise est assez marquée de l'organisation du HCA Joie. On a Petteri Numelin, on a Kimmo Bellman qui est le directeur administratif, et on a surtout Juha-Pekka Ytonen qui est entraîneur des M20 du HCA Joie, qui vient d'un club, Jup, la ville de Jyväskylä, c'est ça? Oui, tu t'es mis tout seul dans la panade là. Et Turkulainen et Nettinen et Palve ont les 3 joué de longues années dans ce fameux club, des liens forts avec Juha-Pekka Ytonen. Et j'imagine bien qu'il est peut-être un élément central dans ces transactions. En tout cas, les 3 sourient. Quand on leur dit qu'ils viennent les 3 de la même ville, pour eux, c'est presque un hasard, quoi. Ok, intéressant. Et justement, avec ces joueurs buteurs, qu'est-ce qui est le plus probable? Plus de 3 joueurs à 10 buts la saison prochaine, ou un joueur à plus de 20 buts? Pour du contexte, l'année passée, il y en avait 3 l'année passée à 10 buts. À avoir atteint les 10 buts, c'est Odette, Ezen et Gauthier. Odette et Gauthier ne sont plus là, Ezen est là encore. Alors, plus de joueurs plus de 3 à 10 buts ou 1 à plus de 20? Je commence. Je pense que c'est possible qu'on puisse avoir les 2, mais dans ce contexte-là, plus de 10 buts pour 3. J'ose espérer quand même que, même si c'est pas forcément les 3 Finlandais, c'est un plateau qui est clairement atteignable pour plusieurs joueurs de ce contingent-là.
Je suis de ton avis, Jean-Fred. Évidemment, il faudra que les joueurs marquent plus de buts encore que les saisons passées. Et ça passe par une poignée de joueurs à plus de 10 buts. Mais aussi l'arrivée de ces Finlandais qu'on imagine dans un premier trio va permettre aussi d'amener un petit peu plus de profondeur et plus de force au deuxième et troisième trio. Donc aussi donner des rôles différents à des Jonathan Hazen, des Philippe Michael De Vos, des Thibaut Frossard ou des Kien Sopa, par exemple. Greg, avant d'avoir ta réponse, je me disais la profondeur du HCA, quand même, je me disais, ça reste toujours ce nerf de la guerre des joueurs suisses qui peuvent faire cette deuxième ou peut-être troisième vague, si on imagine qu'on a Hazen et De Vos dans une deuxième ligne, avec un joueur au hasard, mais on attend pas mal d'un Pedretti, forcément, qui vient quand même si c'était difficile à Lausanne, il a un pédigré qui peut faire que 10 buts, c'est atteignable pour un joueur de son calibre. Louis Robin, je sais pas, mais en tout cas, j'attends beaucoup de Louis Robin. Il y a toujours un Kevin Boson. Il y a Kien Sopa, il y a avec Aktins. Mais c'est peut-être beaucoup demandé aux jeunes Lettons d'être déjà à 10 buts, mais c'est aussi ça qu'il faudra, c'est de voir ces deuxième vagues ou troisième vagues de joueurs suisses. Moi, j'aime bien envie de voir un joueur à plus de 20, parce qu'il y en a quand même une dizaine l'année passée en National League qui ont fait 20 buts et plus. Si on descend à 18 le cut, il y a 20 joueurs qui sont à 18 buts. Et c'est quand même une ligue où il y a beaucoup de buts qui se marquent. Turkulainen, c'est un joueur qui est capable de le faire, il l'a prouvé par le passé. Il est bien entouré. Nettinen, il l'a fait en 32 matchs avec Ambry, il était déjà à 17 buts. Le Ambry dans lequel évoluait Nettinen, c'était pas non plus une équipe du haut de tableau, donc c'était les mêmes conditions où il aurait beaucoup de powerplay. Et moi, si je dois miser sur un Turkulainen à plus de 20 buts, je serais pas complètement surpris, je dois dire. Ça te paraît exotique, pour reprendre ton terme, ou je m'emballe pas trop? Mais c'est clair, si le HCA doit fonctionner, le HCA pour fonctionner devra avoir une première triplette qui carbure fort, donc avec des buteurs. Il n'y a pas d'autre choix qu'un des mercenaires se mette en évidence et soit percutant. Oui, donc on peut miser à plus de 20 pour un des Finlandais, et pourquoi pas Turkulainen, qu'on sait aussi très efficient en supériorité numérique. Qu'est-ce qui est le plus probable, justement, dans la même thématique? Ajoa marque plus de 130 buts, ou on encaisse moins de 150. Contexte, sinon c'est pas rigolo. L'année passée, c'est 111 buts marqués et 175 encaissés. J'ai mis une amélioration plus ou moins égale dans les deux sens. Moi, je verrais... En fait, en regardant cette défense-là, la construction de l'effectif par Julien Vauclair et l'application par Christian Volven, on a pas mal de défenseurs défensifs, Yannick Fischer, Marco Maurer, Valentin Pile et Thomas Thierry, qui ont un peu ce physique qui se ressent un peu très solide, très bon, ou en tout cas ça peut être des bons défenseurs défensifs. On cherche un peu plus les défenseurs offensifs, hormis bien entendu TJ Brennan, mais j'ai envie de croire qu'avec Tchatcho et Cons, avec une défense qui s'améliore, avec des joueurs, des renforts qui ont été assez ciblés, moi je serais plus partisan de moins de qu'est-ce que tu disais, 150 buts, c'est ça? Ouais, c'est quand même un sacré gap, passer de 175 à 150, c'est tout le mal que se fait au HCA. Moi, je verrais plutôt l'autre option, avec un HCA qui arrive à marquer plus de buts que les saisons passées. On parle souvent à ce micro. Moi, je vois bien une défense renforcée. Je pense que j'étais un tout petit peu fort en mettant 150. Je suis d'accord avec vous. On parle souvent à ce micro de pari que doit tenter Julien Vauclair, c'est peut-être pas le bon terme de pari, mais de lancer peut-être de prendre un peu plus de risques que certains autres GM pour avoir attiré des jeunes joueurs. Il l'a fait l'année passée avec un Kien Sopa, ça a bien fonctionné. Là, il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés. Si tu devais... alors, je ne pense pas qu'à Hockey Manager en te posant cette question, mais aussi, si tu devais un peu voir quels jeunes joueurs suivre, moi, dans un coin de la tête, j'ai Arnaud Nussbaumer qui pourrait peut-être prendre un peu de deuxième powerplay. Jean-Fred, tu l'as nommé avant, Vetka Kins, qui est un jeune qui vient de Lugano, qui a une jolie expérience en junior à Lugano. Toi, de ce que tu as vu, Rafi, c'est lesquels à suivre? C'est les deux que j'ai nommés?
Oui, je pense que tu peux mettre une petite pièce sur Arnaud Nussbaumer qui effectivement joue actuellement en préparation sur le deuxième powerplay. Donc, si vous voulez faire quelques points, peut-être que ça sera la voie à suivre. Aussi un défenseur un petit peu plus offensif que ceux que vous avez cités à bord, Arnaud Nussbaumer. Et puis devant, Kien Sopa fait en ce moment une excellente préparation. Là, il carbure fort dans une troisième ligne avec Matteo Romanenghi. 3 matchs, 3 buts et Marco Pedretti. Oui, Kien Sopa est aussi attendu pour cette saison après ses premiers coups de patin au HCA la saison passée. Ça sera avec Atkins à voir quel sera son rôle. Actuellement, il est aligné avec Jonathan Eisen et Thibaut Frossard. À voir après le rôle qu'il aura dans l'équipe. J'imagine plutôt dans le quatrième trio. Kien Sopa, juste pour rappeler un peu le contexte, l'année passée avec Ajoie, c'est 33 matchs, 14 points, 5 buts, 9 assists. On peut imaginer que... Mais après, effectivement, il faut aussi voir s'il joue un petit peu de powerplay ou avec les étrangers. Si par hasard, il arrive à prendre la place avec Atkins, vu que ce que dit Rafi, s'il l'imagine peut-être en quatrième ligne, à ce moment-là, d'avoir cette place, c'est de savoir quel est l'attaquant qui aura finalement cette place d'ailier. Si Palvé a fait une ligne complètement finlandaise, s'il est rétabli, et donc d'avoir De Vos, Hazen et le troisième, c'est un petit peu de savoir qui sera le troisième en gros. À Lausanne, on a beaucoup parlé du retour des enfants du pays, on va dire, avec les Vaudois qu'on signé au LHC, avec Pedretti et Conz qui reviennent à Porrentruy. C'est aussi un joli signal pour le club, non? C'est génial. Et puis, à partir du moment où l'HC a réintégré la National League en 2021, c'était un des discours. Essayer de faire revenir nos Jurassiens qui jouent dans d'autres organisations. Et puis c'est des joueurs qui ont une solide expérience en National League et qui peuvent surtout apporter une plus-value à l'équipe. Donc, ils n'ont pas été engagés seulement parce qu'ils sont Jurassiens. C'est parce qu'ils sont aussi toujours compétitifs. Et évidemment, Marco sera attendu pour son retour au HC Ajoie après ces 2 dernières saisons difficiles à Lausanne. Si on peut retrouver le Marco qui était du côté de Zurich ou de Bienne, là, très percutant et parfois dominant, notamment en powerplay, ça peut être très intéressant pour le HC Ajoie dans ce que vous appelez cette deuxième ou troisième vague. Et Benjamin, bien sûr, le duo avec Damiano Ciaccio, c'est un duo solide en National League. Pedretti, je vois sur Elite Prospect qu'il a le A d'assistant capitaine. C'est bel et bien juste l'information qui est sur Elite Prospect. C'est bel et bien juste. C'est aussi une des infos de cet été avec la nomination de Kevin Fay en tant que capitaine et les assistants qui seront Marco Pedretti et Yannick Fichet. On n'est pas surpris par ce choix de Kevin Fay avec le C sur le maillot. Non, on n'est pas surpris. On était plutôt surpris la saison passée quand on a vu l'attribution du mandat de capitaine à Philippe Michael De Vos. Phil, la saison passée, n'a pas joué tous les matchs. Et je pense que il jouera peut-être un petit peu plus libéré. Ça va peut-être lui permettre aussi d'être un petit peu plus libéré pour cette saison. Et puis Kevin est un des leaders naturels aussi de cette équipe. Qu'est-ce qui est le plus probable? Christian Wolven prolongé durant la saison ou Christian Wolven pas conservé? À toi, Rafi. C'est sympa comme question, mais voilà. Entraîneur au HC Ajoie, c'est forcément un poste à risque et encore plus que dans les autres organisations. On va lui céder d'être prolongé à la fin de la saison, mais le risque est aussi important qu'il ne soit plus là aussi au moment de prolonger son contrat. Il a fait une bonne première saison malgré les circonstances. Voilà, je l'ai dit avant, il a amené beaucoup de cette patte et cette solidité défensive. Maintenant, il faudra aligner les résultats pour espérer répondre aux objectifs. Je trouvais que le mariage, on va dire, Christian Wolven, HC Ajoie, d'un point de vue purement instinctif, t'entends ça, t'as l'impression que c'est un peu pas un mariage forcé, mais c'est un mariage qui fait pas totalement sens. Et justement, c'est quelqu'un qui parle pas le français, c'est quelqu'un qui est plutôt habitué à travailler soit en équipe de Suisse, soit dans des organisations de Suisse orientale. J'aurais dit pour n'importe quel autre club roman d'ailleurs. Et j'ai quand même l'impression que durant cette première année, il s'est vraiment bien adapté et acclimaté à cette région là-bas. Moi, en tout cas, je le sens assez bien quand je le vois là-bas. Les fois où je vais parler avec lui dans son bureau aussi, je le trouve
Ouais, très, très à l'aise. Toi, tu le côtoies quand même beaucoup plus que moi. Tu as aussi senti cette évolution. Je sais pas si c'est une évolution d'ailleurs, ou si c'était dès le jour 1 qu'il était comme ça, mais que finalement le mariage n'est pas si exotique, pour revenir là, qu'on aurait pu le croire au premier abord. Ouais, après, voilà, il a un poste d'entraîneur en National League au moment où il a signé au HC Ajoie. Il n'avait pas forcément beaucoup d'ouverture. Donc, en tout cas, il s'est bien acclimaté au Jura. Effectivement, c'est quelqu'un qui aime les gens en dehors de la patinoire, qui va souvent à la rencontre des Jurassiens. Donc oui, il s'y est fait. Voilà, maintenant, on attend aussi un peu plus de résultats sur la glace. Moi, je le vois plus prolonger son aventure du côté d'Ajoie, ne pas être conservé. Si je dois donner mon feeling aujourd'hui, si on m'avait posé la question, est-ce qu'il va aller au bout de son contrat il y a une année, j'aurais probablement dit non. Mais j'ai pas mal changé d'avis en une année. À moins que, comme tu disais, il y a pas que le HCA, il y a peut-être d'autres clubs. Mais actuellement, il a un poste où il se plaît bien. Des fois, est-ce que vouloir changer, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc, moi, je le vois bien avoir envie de rester et le club le conserver. Ouais, alors je suis assez de cet avis-là, surtout quand on discute avec un Patémon pour une année en disant, mais ouais, ça fait quoi finalement de savoir qu'on va déjà devoir partir après une année, mais il fait bien comprendre qu'il y a 14 postes de head coach en National League. On ne dit pas non, finalement, à un poste de head coach en National League en disant on verra, je veux ce poste-là. Et je pense que Christian Wolven, ce qu'il a fait, pour l'instant, il met en place certaines choses. On n'a pas parlé, mais parce qu'on ne va pas parler de tous les joueurs, mais un Tim Minder, est-ce que ça peut donner quelque chose? On a Arnaud Nussbaumer, s'il le met en powerplay. Il y a ces jeunes qui viennent progressivement. Il y a une structure, il y a quelque chose qui se met en place. Et on parle à moyen terme, en général, un cycle, on va dire peut-être 3-4 ans. Si ça se passe bien après 2 ans, ou en se disant, est-ce que vous auriez mis qui pouvait faire mieux que Wolven à cette place? Puis que la réponse est, probablement personne. Mieux vaut le garder lui, et peut-être qu'il y a des jeunes joueurs qui ont joué en équipe de Suisse M20 par le passé, qui se souviennent de Wolven, qui l'ont bien aimé, et qui pourront se dire, tiens, finalement, il y a les Finlandais, il y a 2-3 autres joueurs qui vont. Ajoie, c'est une bonne adresse. C'est pour ça que je pense que c'est plus probable de le conserver. Allez, un petit dernier pour la route, et c'est pas le plus simple. T'es prêt? Je t'écoute. Qu'est-ce qui est le plus probable? Ajoie en barrage contre le champion de Swiss League ou Ajoie en play-in? Play-in, c'est quand même un objectif élevé. Quand on parle de play-in, on parle top 10. C'est chaud pour une équipe qui a terminé 3 fois à la dernière place. Moi, je dirais qu'aller chercher une 12e place, ce serait déjà un très, très bel objectif pour le HC Ajoie. Tu as bien entendu, je n'ai pas répondu à ta question. Non, je pense que tu fais une bonne réponse. Je pense que je suis un peu agressif en parlant de play-in aussi, je me rends compte. Ouais, mais il faut, sinon, si c'est de dire, est-ce qu'il y a plus de chances qu'ils finissent 12e ou qu'ils finissent en barrage? C'est bien évidemment que ce serait la question un peu plus abordable, mais entre les deux comme ça, malheureusement, et j'aime pas dire ça, ce serait plus le match de barrage finalement de la relégation plutôt qu'un... Alors que je pense quand même qu'ils ont les moyens de ne pas finir 14e cette année. Mais il va falloir que plein de choses tournent en leur faveur, pas trop de blessures, des étrangers qui fonctionnent bien. Et j'avais l'impression que Cloton était... jouable, mais quand même avec Ludo Weber, avec Nikou et 2-3, ça risque quand même d'être difficile. Alors moi, de la même manière que je dis que Fribourg, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce qu'on pas dévoiler la suite de l'épisode, mais on l'a rangé dans l'autre sens, donc j'ai déjà parlé de Fribourg à un moment, vous verrez. Bref, du fait de ce que tu viens de dire, à savoir Cloton, que je trouve plus que prenable, pour moi c'est le candidat numéro 1 à la relégation, à perdre le match 13-14. De ce fait-là, je trouve plus probable de ne pas voir Ajoie jouer contre le champion de Swiss League plutôt que... Donc, je prends l'autre option, tout en étant conscient que play-in, c'est quand même un poil excessif. Oui, et puis la 12e place, la saison passée, était à 65 points. Ajoie en avait 39. On dit qu'il y a quand même des points à aller chercher pour essayer de progresser. Mais c'est l'ambition et l'objectif du club. Bon, si tu prends 6 points aux équipes juste devant toi, ça fait vite tu rattrapes vite un bon bout à coup de 6 points que les autres n'ont pas et que toi tu gagnes. Ah ouais, c'est ces fameux matchs qu'il faut absolument gagner durant la saison, ces matchs à 6 points. Exactement. On va vite en parler, ça va vite venir. Justement, cette saison,
t'es très, très optimiste. En même temps, comment ne pas l'être avec l'intersaison réalisée par le HCA. Justement, Jean-Fred avait fait un sondage sur notre Spotify demandant à nos auditeurs qui avait fait la meilleure intersaison. Et il y a 22% de nos auditeurs qui trouvent que c'est Ajoie justement qui a fait la meilleure intersaison au même niveau que Fribourg et derrière Genève et devant Lausanne. Donc preuve qu'au-delà des frontières jurassiennes, il y a aussi des gens qui sont du même avis que toi. Ouais. Alors je suis très optimiste, c'est un grand mot. J'aime être aussi un petit peu pragmatique et réaliste, mais voilà. Donc la saison n'est pas commencée, on peut se faire les plus beaux dessins qu'on imagine. Il y a un ancien collègue qui me disait toujours va pas voir un match tant qu'il n'y a pas eu de défaite, parce que ça n'a aucun intérêt. La saison d'une équipe commence quand elle perd son premier match. Avant, ça n'a aucun intérêt. Alors, j'ai gardé ça dans un coin de la tête parce qu'il dit de toute façon, tout le monde a la meilleure équipe, tout le monde s'est renforcé, tout le monde a les meilleurs étrangers, tout le monde a fait la meilleure préparation physique. Laisse-les perdre un match. Une fois qu'ils auront commencé à perdre, là, on peut commencer à aller discuter avec eux. Et je suis pas aussi extrême que ça, mais c'est un conseil qui m'est resté dans un coin de la tête. Rafi, on peut te souhaiter quoi pour cette saison d'avoir du plaisir un peu plus longtemps que la saison dernière et d'être dans la course avec le HCA, c'est ça? Parce que moi, je te voyais de temps en temps certains matchs de février, tu me disais, ouais, bon, là, ça devient un peu longuet quand même. Oui, alors c'est ça, hein, les saisons. Moi, j'ai toujours du plaisir. À partir du moment où je suis dans une patinoire, j'ai du plaisir. Et puis, voilà, quoi, l'envie, c'est que la joie soit dans le coup le plus longtemps possible et qu'il puisse surtout aller chercher des points de manière beaucoup plus régulière. Parce que s'il veut franchir un pas, c'est ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire des semaines à 4, 5 points pour essayer d'accrocher les wagons devant. Et puis, c'est ce que je souhaite au club et c'est ce que je me souhaite aussi pour pouvoir le raconter à mes lecteurs. Parce qu'effectivement, je dis que tu trouvais peut-être la saison un peu longuette, mais c'est vrai que par contre, j'ai jamais dit que tu étais pas content d'être là, parce que c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de chance de pouvoir aller voir les matchs et d'être présent à ces moments-là, et c'est bien que tu le dises et qu'on s'en rende compte. Merci beaucoup de nous avoir accordé une petite demi-heure pour parler du HCA. Merci Rafi. Merci à vous, c'était avec plaisir et puis je pense qu'on va se recroiser tout bientôt. Avec grand plaisir. Bonne fin de préparation et à tout bientôt. Ça marche. Hein. Ciao, ciao. Ouais. Voilà, après Ajoie, on passe dans l'ordre alphabétique au B, Bienne. Et pour discuter de savoir justement ce qu'on voulait faire avec ce qu'on a fait déjà avec Rafi, on a Lyndon Viglino qui s'occupe notamment de la Stammtisch. Salut Lyndon. Hello messieurs, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va, merci, et vous ? Tout va bien, merci. J'avais prévu, comme pour le HCA et comme tout à l'heure pour Fribourg-Gotteron, 5 petites questions. Pas des questions, qui est-ce qui est plus probable, comme la saison dernière. Mais avant ça, moi je voulais avoir juste ton avis, parce que j'en parle pas dans les 5, sur le nouvel entraîneur du HCBN. Est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce qu'il est complètement ravagé comme son prédécesseur ? Est-ce qu'il a l'air un peu plus normal ? Enfin, t'arrives à nous en dire un petit peu plus sur ce Martin Philander ? Alors, je l'ai rencontré une seule fois au premier entraînement de la saison où tous les médias forcément ont voulu lui poser quelques questions. Alors, je vais reprendre tes termes un peu plus normal, je pense, oui, que Petri Matikainen. Il me semblait tout à fait standard. Il est relativement jeune, il a 43 ans, Martin Philander. Puis c'est la première fois qu'il quitte la Suède, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Il est tout le temps resté dans le championnat suédois. Il n'a pas réinventer la roue, si j'ai envie de dire, dans ce qu'il disait qu'il voulait insuffler dans l'effectif biennois. Il disait qu'il voulait miser sur un jeu de transition rapide, une défense qui implique les 5 joueurs, y compris ceux de l'attaque du coup. Rien de très spécial pour le moment. Il a profité des matchs de préparation pour, je pense, voir l'ensemble de l'effectif, tester les jeunes pour le moment. Donc c'est un peu tôt pour savoir exactement quel est son style à lui et à, je vais le dire une seule fois, Mathias Thiermqvist, son assistant. Je pense que pour conclure sur le coaching staff, c'est bien qu'il y ait aussi Beat Forster qui l'ait intégré en tant qu'entraîneur assistant. Ça amène un joueur qui connaît très bien l'effectif avec ces deux néophytes suédois, si on peut dire ainsi. Ça me fait penser, tu disais justement qu'il voulait jouer un peu plus un jeu rapide, un jeu de transition. Et j'ai jamais entendu, je pense, le moindre coach au monde dire « Nous, cette année, notre jeu va être plutôt basé sur l'absence de vitesse. On va être très lent en zone neutre.
on va surtout pas se précipiter vers l'avant. Et c'est vrai que c'est toujours le genre de phrase qu'on entend avant la saison. En même temps, il a on va dire, le matériel du côté de Bienne pour jouer ce jeu-là. Et c'est le style de jeu qui convient vraiment bien au HC Bienne. Donc, c'est pas de lui sur lui que j'ironise du tout. Non. Je pense que ça fait vraiment sens ce qu'il dit. Mais c'est vrai que ça me fait rigoler parce que c'est quand même souvent ça les choses d'avant-saison. D'ailleurs, c'est comme le joueur, en général, il patine bien dans les X sens de la patinoire, là aussi. Non, on recherche un joueur qui est nord-sud tout le temps. Mais alors, aller de côté, il sait pas faire. Alors, on va faire avec. C'est tellement ça. Je vais commencer, mais qu'est-ce qui est plus probable ? Je ne sais pas si tu nous avais écouté l'année dernière, mais j'avais tout le temps fait ça. J'avais posé 5 questions, j'ai essayé de trouver 5 thématiques en posant deux pôles, on va dire. Et je vous laisse vous positionner par rapport à ça. Et je vais commencer par toi, Lyndon. Après, tu pourras enchaîner. Qu'est-ce qui est plus probable ? Damien Brunner poursuit sa carrière à Bienne ou Luca Conti poursuit sa carrière à Bienne ? Très bonne question. Bon, Brunner est plus âgé, il a 38, Conti a 35, je dirais. Qu'est-ce qui est le plus probable entre les deux, entre Brunner et Conti ? Juste parce qu'il a tout le temps vraiment le smile dans les matchs et qu'il est vraiment dans son monde à lui et que je pense qu'il a un énorme plaisir à jouer encore à 38 ans. Ça ne m'étonnerait pas de voir Brunner prolonger encore une saison. On a l'impression que c'est toujours un junior dans sa tête, qu'il est tout content de venir, même au mois d'août, pour faire du hockey à Lys, qu'il est ravi. Du coup, Brunner qui prolonge une saison, ça ne m'étonnerait pas. Conti, je mettrais plus un point d'interrogation sur lui. Donc, si je dois choisir entre les deux, je dirais allez, Brunner. Ouais, j'aime beaucoup la façon dont tu as parlé de Damien Brunner aussi, ce côté enfant toujours content. Kunti, est-ce que ce sera aussi peut-être des problèmes de santé qui pourraient éventuellement l'arrêter, ou l'absence d'envie, ou un peu les deux, en se disant est-ce que j'ai vraiment envie encore de faire subir à mon corps ce genre de choses parce qu'il est un petit peu plus jeune. Je sais pas, c'est vraiment pas évident, mais je vais partir quand même. Comme je suis. La réponse de Lyndon me satisfait, alors je pense comme lui. Ouais, je vais pas enchaîner dire la même chose. Par contre, ça permet un petit peu d'élargir un peu le débat, parce qu'on se rappelle que Bienne, la saison passée, était, on va dire, sous le feu des projecteurs, parce qu'il y avait plus d'une quinzaine de contrats expirants. Et ça avait un petit peu, je sais pas si ça avait pourri la saison du HC Bienne, mais ça avait fait beaucoup de discussions autour du club. Et justement, cette année, si on regarde les contrats qui se terminent en fin de saison 24-25, il y a un étranger, il y a Yakovenko qui est en fin de contrat, mais dans les joueurs suisses, il y a Stempfli, Schlepfer, Reichlet, Terungs, Delémont, Kunti, Christen, Buren, Brunner et Barhoffner. Ça va. C'est pas comme la saison dernière. Alors, il y a du monde, évidemment, mais il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Mais toi, justement, tu as parlé avec Martin Steiger depuis la saison dernière à ce sujet, où est-ce qu'il a admis quand même que sa planification avait été un petit peu, on va dire, lacunaire ? Ouais, à demi-mot, la saison dernière, quand on lui posait des questions là-dessus quand même, il avait sa réponse classique en disant qu'il voulait laisser le choix au nouveau duo d'entraîneurs. Donc, on parle encore de Matikainen et de Vuori, qu'eux-mêmes devaient se donner un avis sur les joueurs avant qu'ils les prolongent, avant même le début de la saison. Avant le début de la saison dernière, il avait prolongé seulement Robin Grossman. Et là, il a un peu la même réponse, mais comme tu le dis, c'est plus des joueurs de second rôle. Il y en a quand même 11, et il a prolongé personne en disant la même chose, qu'il voulait laisser Martin Philander se donner un avis sur l'effectif avant de prolonger l'un ou l'autre élément. Il n'y a eu aucune prolongation de contrat pour cette saison-là, mais comme tu le dis, je pense que cette saison, ça posera moins de problèmes. Vu les profils, ce n'est pas des joueurs qui sont en équipe de Suisse ou aux portes de l'équipe de Suisse comme les 7 qui sont partis ou 6 qui sont partis durant l'été. Justement, cette année, est-ce qu'on doit la labelliser comme une année de transition, comme les fameuses années où il y a des joueurs qui quittent un club et il faut reconstruire quelque chose, ou finalement Bienne a suffisamment de joueurs sur place pour en tout cas pas parler ça? Moi, je ne le pense pas, mais toi, tu le vois comment? C'est difficile à dire. Je pense pas que c'est un nouveau cycle qui commence depuis zéro. Effectivement, ils ont quand même un bel effectif et ils ont des lignes solides. Ils ont peut-être perdu un peu en profondeur de qualité. C'est vrai que si on cite très brièvement les départs, il y a quand même Joren au but qui est parti à Lugano, Van Pottelberg, Beat Forster à la retraite, Radgeb à Fribourg, puis on attaque Luca Ishii à Genève, Kudsley à Zug, Olofsson en Suède, ça a été, on pourra en parler après, compensé par Lias Andersson, et puis Tino Kessler à Davos. Donc c'est quand même des profils importants qui sont partis, puis qui ont été remplacés plutôt par des jeunes ou des espoirs ou des personnes qu'on ne peut pas encore juger fin du mois d'août.
Donc oui, c'est le début d'un nouveau cycle à Bienne, ça je pense qu'on peut le dire. Le conseil d'administration n'a pas donné d'objectif top 6 cette saison, mais plus basiquement objectif playoff. Et je pense que même l'objectif playoff, on peut le qualifier d'ambitieux cette saison pour Bienne. C'est quand même peut-être un petit pas en arrière au niveau purement de l'effectif, au niveau de l'effectif qui a été fait. Bah, c'est vrai que tu disais, Lyndon, des joueurs parmi les 11 qui sont en fin de contrat, il n'y en a pas qui sont aux portes de l'équipe nationale. Bah là, dans ceux que tu as cités, Van Pottelberg, Radgeb, Künzle, Kessler, et puis dans une certaine mesure aussi Luca Ischier. C'est quasiment un bloc, si on prend encore Forster pour savoir ce qu'il a fait à Bienne, c'est un bloc complet finalement avec un gardien. Alors oui, il y a Seteri, donc si Van Pottelberg part, c'est pas la catastrophe, mais quand on fait le sommaire de tous ces types qui sont partis, c'était des joueurs suisses de qualité en fait, c'est ça. Et justement, la suite, moi j'ai mon prochain, il va très bien ici. Qu'est-ce qui est le plus probable? Noah Delem on prolonge au HC Bienne ou Noah Delem on quitte le HC Bienne? Allez Jean-Fred, tu te lances. Disons que si un Dionisio, par exemple, avait pu vraiment venir jouer pour Bienne, son contrat 3 ans et tout, ça aurait senti plus mauvais pour Noah Delémont, mais j'ai l'impression que c'est un peu wait and see. C'est une réponse de Normand, comme si je me mouillais pas trop, mais comme il a eu cette grave blessure, en fait, il faut voir comment il va revenir. À la base, est-ce qu'on se dit que le développement de Noah Delémont jusqu'à présent justifie qu'on doit absolument le garder? On adore ce joueur, on le trouve super, il est super chouette aux interviews, il a un gros potentiel, mais est-ce qu'il a prouvé assez aujourd'hui pour que le club dise « Ah non, mais on peut pas le laisser partir, absolument, on doit le garder ». Quand tu sais que tu as un Gaël Christ, quand tu sais que tu as d'autres joueurs derrière potentiellement, ma foi, c'est un peu quel jeune, tu peux pas tous les garder, lequel va être le plus à même de remplir le rôle que tu attends de lui, en fait. Ouais, je partage ton avis, Jean-Fred. C'est vrai que ça va pas être un joueur, je pense, qui va décider de son avenir au mois de novembre. Ça va aller plus loin avec lui. Il faudra voir comment il se remet de sa blessure. Effectivement, si on prend son historique, il faut se souvenir que 2022-23, c'était vraiment l'explosion au plus haut niveau en National League. Il s'est établi. On s'est dit, waouh, ils ont de nouveau un bon défenseur qui émane de leur mouvement junior à Bienne. Il a disputé l'entièreté des playoffs quand ils sont allés jusqu'à l'acte 7 face à Genève. C'était vraiment une super saison pour lui. Après, il y a eu ce changement d'entraîneur. On ne va pas tout rappeler, mais ça n'a jamais matché. Ça ne fonctionnait pas avec Petri Matikainen et il a fini par se blesser lors d'un match où il était aligné. En tout cas, à ce moment-là du match en attaque, c'était fin janvier, si ma mémoire est bonne. Et je crois sur des ligaments du genou gauche. Donc là, c'est sa première grave blessure. Il est en train de se remettre. Il ne va pas être là pour le début de saison en septembre. Il faudra voir comment il se remet de sa blessure, comment ça match avec le nouveau duo d'entraîneurs. Il y a beaucoup de points d'interrogation le concernant. Et comme tu le disais aussi, Jean-Fred, c'est vrai qu'il y a d'autres défenseurs prometteurs. Tu as cité Gaël Christ, qu'il faut absolument acheter à Hockey Manager, en parenthèse. Il y en a d'autres. Mais ouais, ça va être une grande question de cette saison dans les départs des joueurs arrivant en fin de contrat. En plus, évidemment, de Brunner et Kunti en attaque. Je pense que le troisième important sur la liste, ça sera Delémont en défense. Ouais, alors déjà, merci pour le tuyau Gaël Christ. Je pense c'est un excellent tuyau, à mon avis. Bon, je le suivrai aussi. Il est dans mon équipe, celui-ci. Moi, je vois bien Noah Delémont prolonger à Bienne. J'ai l'impression que c'est un club qui va lui laisser du temps pour se remettre, qui va aussi peut-être comprendre. Disons, s'il y a un club où le business, c'est peut-être pas le même qu'ailleurs, où il y a un peu plus cet aspect familial, je dis pas que c'est le seul en Suisse ni au monde, hein, mais Bienne pourrait justement être le club qui lui dit, écoute, on te donne une année de plus, quoi qu'il arrive, prouve-nous que tu mérites plus, parce qu'il aura finalement que 23 ans au cours de saison. Donc tu lui donnes une année de plus en disant c'est gagnant-gagnant. Si toi tu t'exploses, là derrière tu signes un joli contrat, nous on prend un risque finalement assez minimum en ne signant finalement pas plus que ça. On rappelle que c'est quand même un joueur qui est international juste avant l'année passée qui a été compliqué, mais il est dans le cadre élargi de l'équipe de Suisse. Il était sélectionné juste avant le mondial, il avait été coupé assez tôt, mais il avait quand même appartenu à ce cadre élargi. C'est pour ça que moi je le considère quand même comme une pièce sur laquelle on peut construire la saison, enfin la suite du HC Bienne. Tu vois, je réfléchissais à potentiellement d'autres clubs et je vais pas faire comme le truc en envoyant chez Gauvin au HC Ajoie, mais typiquement un gars qui est aux portes de l'équipe nationale, c'est peut-être quand même compliqué de se dire écoute, même si tu peux avoir du temps de glace, d'aller dans un club
Est-ce que Ajoie, est-ce que Cloton, est-ce que Langnau, par exemple, pour avoir plus de temps de glace, est-ce que ça te freine pas peut-être un peu? Je sais pas, hein, alors si tu as plus de temps de glace, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. On avance un petit Et peu. je vais le dire parce que Excuse-moi, Noah, vas-y. pardon, parenthèse juste pour Noah, je suis sûr qu'il va nous écouter, il en est très fier. En plus d'avoir été sélectionné en équipe de Suisse, il a marqué en équipe de Suisse un but. Et vu qu'il en est très fier, non Noah, t'inquiète pas, on n'a pas oublié, tu as déjà marqué un but en équipe de Suisse. Et on le salue du coup s'il nous écoute. Effectivement, on reste dans la défense biennoise. Qu'est-ce qui est le plus probable? Rodwin Dionisio joue 10 matchs en NHL ou 1 à Bienne? Ah là, c'est chaud parce que 10 matchs en NHL, ça veut dire que le rookie contract est un peu plus que les 9 de obligés, hein, évidemment. Le nombre de 10, c'est pas mis par hasard. Franchement, quand tu vois sa progression presque météorique, j'aurais tendance à dire qu'il va tout faire pour se tailler une place. Et t'as pas dit sur la durée, donc j'ai bien envie de lui faire confiance en fait et de lui souhaiter tout le bonheur de faire 10 matchs en NHL. J'aurais la même réponse, j'aurais adoré le voir évoluer dans le championnat de Suisse, évidemment, mais tant mieux pour lui, il a été drafté par les Ducks et je pense aussi qu'il a plus de chances de rester toute la saison outre-Atlantique après NHL ou pas. J'espère pour lui, mais je pense pas qu'on le verra sous le maillot biennois cette saison. Ouais, et d'ailleurs, si ça se passe bien cette saison, peut-être les suivantes non plus. C'est quand même un peu un coup pour le HC Bienne. Alors, en signant un gars pareil, tu sais que tu tables sur un potentiel draft, peut-être un endroit où c'est pas très avantageux pour lui, ou peut-être une progression pas aussi, comme tu dis, exponentielle qu'il a connue en fin de saison dernière. Mais c'est vrai que la partie comme il est, je le vois pas revenir. Il nous fait penser un peu à Yanis Moser, Romagnosi, des joueurs comme ça. Et là, si son développement se poursuit bien, ça pourrait être le futur super défenseur de l'équipe de Suisse. On passe en attaque. Qu'est-ce qui est le plus probable? Déjà, on part d'un principe. Tony Rayala, qui a été 4 fois sur 8 top scorers depuis son arrivée à Bienne, ne le sera pas. J'ai décidé. Qu'est-ce qui est le plus probable? Alexis Eponiemi, top scorer, ou Lias Andersson, top scorer? À toi, Linden. Wow, j'aurais envie de dire Lias Andersson parce que sur les 3 matchs de préparation, personne n'est sorti du lot, clairement. Ce n'était pas des grands matchs de préparation, surtout pas celui à Nice vendredi dernier face à Langnau. Mais lui, on a quand même vu 2-3 bons points de son côté. Faut rappeler que lui était drafté en numéro 7, c'était quoi en 2017? Ça a été un espoir outre-Atlantique, ça n'a jamais matché, que ce soit du côté de New York, de Los Angeles ou la saison dernière côté de Montréal où il a fait toute la saison à Laval. Je pense qu'il est fait pour le championnat de Suisse. Je pense que c'est vraiment un bon joueur de centre ou d'aile. Il faut dire qu'il a fait les deux durant les matchs de préparation. Il a commencé à l'aile, ensuite il a été mis au centre pour les 2 derniers matchs. Je pense qu'il peut amener de bonnes choses. Il a seulement 25 ans, il a beaucoup de choses à prouver. Je pense que relancer entre guillemets sa carrière en Suisse, si on peut le dire ainsi, c'est un peu dur. Mais je pense qu'il en est totalement capable. Après, tu disais que si c'était pas Lias Andersson, c'était Eponiemi. Eponiemi, ça reste un étranger qui fait sa saison 2 en Suisse. On sait que souvent, ils ont besoin d'une saison d'adaptation, que la saison 2, elle est souvent bien meilleure. En plus, lui a été blessé tôt la saison dernière. C'était, je crois, le 2 ou 3e match de Champions Hockey League où il s'était blessé. Il avait loupé 2 ou 3 mois. Il était revenu en fin d'année 23, je crois. Donc, il a eu une saison tronquée la saison dernière avec tout ce qu'il y avait en plus dans le club. C'était vraiment pas facile pour lui. Je pense que sa saison 2 sera très bien. Mais je dirais que Lias Andersson peut faire plus de points que lui si je dois choisir entre les deux. Moi, j'allais dire le coup de la saison 2, Linden a déjà balisé l'histoire. J'aurais plutôt tendance à me dire fais-toi pas avoir par le coup du oulala, c'est brillant, il est un ancien numéro 7, tout ce que Linden a décrit de qualité de ce joueur, j'ai quand même envie de faire confiance à Eponiemi pour avoir l'habitude maintenant du championnat de Suisse et donc de s'élever et de devancer Lias Andersson qui sera normalement aussi un très bon joueur qui peut être très intéressant pour Hockey Manager. Alors absolument, je suis de ton avis plutôt sur ce coup-là aussi sur Eponiemi. Je tronque un peu le truc en disant que Ryan ne le sera pas parce que ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, c'était pour mettre d'autres suspects sur la table. J'ai un petit dernier, qu'est-ce qui est le plus probable? Bienne marque plus de buts que l'année passée ou on encaisse moins que l'année passée? L'année passée, Bienne a marqué 139 buts, on en a encaissé 140. Bienne était la 10e attaque et la 6e défense.
139-140. On enlève Beat Forster. Mais sinon, la défense, elle reste un peu... C'est vrai. On peut dire les deux. Parce que d'habitude, on a le droit de dire les deux. Mais moi, je serais assez pour dire les deux. Même si on a parlé des Suisses qui sont partis, qui étaient quand même un sacré potentiel offensif. Radgeb aussi, non, je vais dire encaisse moins de 140 buts. Allez. Ouais, j'ose espérer ça aussi. C'est vrai qu'on avait l'habitude au niveau des buts encaissés d'avoir des gardiens 1A, 1B de ces 2 dernières saisons avec Seteri et Van Pottelberg. Là, on a clairement numéro 1, numéro 2 avec Louis Sianet qui vient de Turgovie, qui a disputé 2 matchs en National League dans sa carrière avec Cloton seulement. Ce sera clairement le numéro 2. Il aura une dizaine de matchs qui lui seront réservés. Je pense pas plus. Ça me paraît relativement évident. Donc, on perd un peu en qualité en défense, en gardien, mais espérons les deux. Toi, tu la sens comment cette saison pour arrêter ce petit jeu, mais parler un peu plus globalement, tu l'abordes avec un peu d'optimisme. Ouais, comment tu la vois arriver? J'aimerais bien. non, mais c'est pas la catastrophe loin de là. Mais on le disait au tout début, c'est le début d'un nouveau cycle à Bienne. Il y a eu beaucoup de départs, il y a eu quelques arrivées. Là, faut reconstruire sur quelque chose. Et je pense que ça aussi, comme dit avant, l'objectif playoff est l'objectif logique et à la fois assez ambitieux pour Bienne cette saison. Il ne faut pas viser plus haut. Il ne faut pas se dire que Bienne va clairement être dans le top 6, loin de là. On ne va pas faire les langages classiques. Oui, c'est une ligue serrée, tout le monde a sa chance, etc. Mais je pense que Bienne, l'objectif playoff est totalement raisonnable. Il faudra voir après quelques mois comment justement s'adaptent les nouveaux, qu'est-ce qu'ils valent et comment ça match aussi avec le nouveau duo d'entraîneurs. Moi, j'aime bien cette équipe de Bienne. Il y a quand même une vraie profondeur offensive. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont assez qui sont interchangeables, qui a un système en place depuis quand même un moment. Malgré le nouveau coach, il y a quand même une philosophie de jeu. J'ai l'impression que le coach a été choisi en fonction de ce qui existe, même s'il va évidemment mettre sa patte. Mais il y a beaucoup de joueurs de qualité devant. Ça devrait de nouveau être assez chouette d'aller jouer et d'aller voir jouer bien. Et il y a quand même un nom qu'on n'a pas nommé depuis... un joueur qu'on n'a pas nommé depuis le début, c'est Nicolas Müller, que j'attends assez fort aussi. 25 ans, il a fait toutes ses classes, pas toutes ses classes, il est parti en Suède, mais après il a fait 5 saisons de NCAA à Michigan State, ce qui est c'est pas une université de rigolo en général. Il est arrivé, je crois qu'il a fait de bonnes impressions depuis qu'il est à Bienne. Toi, tu étais présent à un des matchs qu'il a joué ou tu l'as pas encore vu en match? Si, alors je l'ai vu justement à Lys vendredi dernier. C'était un match amical face à Langnau. C'était du hockey du mois d'août, selon mon collègue que je ne vais pas citer. C'était même du hockey du mois de juillet. C'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Alors, sauf une belle pointe de vitesse de Elias Anderson sur une occasion. Je crois que côté biennois, personne n'a rien montré. Non plus pas Nicolas Müller. Il jouait à l'aile d'un bloc avec Offer et Eponiemi. Il avait aussi joué au centre à la chaux de fond avec Eponiemi et Anderson. Les deux blocs me semble bien, mais il a pas flambé à ce match-là. Mais comme tu le dis, effectivement, sur le papier, c'est clairement une bonne pioche. Il faut quand même dire, côté pessimiste, si on veut, il a 25 ans et c'est sa première saison en National League, si on veut, dans une ligue professionnelle adulte. 25 ans, c'est relativement tard. Je ne sais pas quels autres joueurs ont fait toute leur classe de NCAA. Je n'ai pas d'exemple en tête. Mais à voir effectivement comment il arrive à s'adapter en ce début de saison. Et j'ai un dernier. Qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce qu'on a un épisode de la Stammtisch avant le début de la saison ou après le début de la saison? Alors, je peux répondre à cette question-là plus facilement que les autres. C'est assez clair. Ça sera le 12 septembre, le premier épisode de la Stammtisch. Donc, juste avant le début de la saison, c'est le 17 à Bienne contre Zurich pour Bienne. Ça sera le 12, le premier épisode de la saison, la 5e saison de la Stammtisch. Avec qui, je ne sais pas encore, mais ce sera le 12. D'accord, très bien. On peut vous écouter un peu comme Coldfax. Finalement, ceux qui nous écoutent sur Spotify, c'est pas beaucoup plus loin et c'est pas plus compliqué si vous connaissez pas encore, mais je suis sûr que les fans de Bienne connaissent largement aussi bien, voire mieux la Stammtisch que Coldfax. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit moment pour parler du HC Bienne. Merci à vous de l'invitation. Très belle saison à vous. Mais à toi aussi, on se reprend tout bientôt. Et ben voilà, on termine cet épisode avec Fribourg, dans l'ordre alphabétique comme on disait. Alors avec Pierre Chouvet de La Liberté qu'on a relativement souvent à ce micro. Salut Pierre. Salut les gars. Comment ça va?
Ça va bien et vous? Ça va très bien, Très bien. merci. Tu étais présent à Gand pour le match de mardi soir? Non, malheureusement pas. J'ai pas eu l'occasion de voir ce match qui avait l'air intéressant à plus d'un titre entre la pénalité de match de Di Domenico. Tiens. Et puis, j'aurais bien voulu voir aussi dans quelles circonstances est sorti Sørensen, important pour mon équipe Hockey Manager, et puis généralement pour Gauthieron. Mais non, pas présent malheureusement. À part ça, Di Domenico, déjà lors du match contre Lausanne, ça a été chaud en fin de match. On va pas dire le narratif habituel de oui, mais Christian Dubé est arrivé à le calmer, mais on se pose quand même un tout petit peu des questions. Tu parlais d'Hockey Manager, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre Dido pour qu'il se ramasse des pénalités? Vous allez directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est plus probable? Dido bat son record de points en une saison ou Dido bat son record de pénalités en une saison? Contexte, 54 points lors de la saison 2021-2022 ou 134 minutes de pénalité lors de la première saison avec Langnau? J'aurais tendance à dire aucun des deux quand même. Ouais, ça c'est facile. Alors qu'est-ce qui est le plus probable? Bon, alors plus probable pour moi, alors, ce serait plus les pénalités, mais même j'y crois difficilement quand même. Il s'est assagi en vieillissant, mais visiblement pas. Mais c'est des matchs amicaux, faut pas non plus des fois trop donner. On est tout de suite à avoir peur. Puis au final, il y a tout se passe normalement. Mais si je devais donner entre les deux, je le vois mal dépasser 54 points. Ce serait un point par match, ça me paraît beaucoup. Quoi. Je te laisse définir la norme avec Di Domenico quand même à un certain moment, mais je n'ai toujours pas été vraiment capable. Et toi, Pierre? Ouais, je suis d'accord avec Jean-Fred. J'ai envie de croire au fait que Di Domenico c'est quand même posé avec les années. Il y avait peut-être le facteur Christian Dubé qui était très bon pour le calmer. Et puis ça pourrait faire une petite différence, mais je crois quand même qu'il va pas réussir à battre ce record-là. Pour le record de points, c'est compliqué aussi, mais pourquoi pas. Allez, je pars sur le nombre de points. Surtout que ça pourrait être sa dernière saison à Gauthieron. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'avec le changement qui s'amorce, avec l'arrivée d'un technicien scandinave, pas certain qu'à l'âge de 34-35, on donnera un nouveau contrat à Dido à Fribourg. Et un directeur sportif scandinave avec quelques racines quand même dans le Valais. Je pense que, ou l'inverse, je sais pas. Mais toujours est-il que je pense aussi que si Gert Senesen doit faire peut signer n'importe quel joueur, il va peut-être plus facilement aller voir au nord. Il a quand même souvent une affinité, on va dire. J'ai dit 134 minutes sa première saison à Langnau, c'est une petite erreur, c'est sa première saison après son retour de NHL. Il avait fait quelques saisons à Langnau avant, mais c'était bel et bien la saison 18-19 où il avait été parfait, avec 46 points en 48 matchs et 134 minutes de pénalité. Toi, plus globalement, cette saison de Fribourg-Gotteron, justement d'un point de vue offensif, parce qu'on sait que c'était une équipe qui marquait des buts l'année passée, qui avait du talent offensif et qui a eu surtout un Marcus Sørensen en feu. Avec l'arrivée de Patrick Hémon, tu t'attends à une différence, à un style autre ou à plus de continuité, ou comment tu vois cette saison? Je m'attends à de la continuité dans le sens où c'est quand même déjà lui qui était en charge de l'animation à 5 contre 5, l'animation offensive également. Donc je pense pas qu'il y aura une rupture par rapport à ce qui s'est fait dernièrement. J'en discutais encore sur le pas de porte, le pas de la porte du vestiaire avec Julien Sprunger qui disait qu'il y avait des ajustements presque comme chaque année, mais que finalement ça ressemblait beaucoup à ce qui se faisait la saison dernière. On a les mêmes hommes forts. Je veux dire, on a André Bikoff et Mauro Jörg qui sont plus là en attaque. C'était pas des leaders offensifs, donc tous les autres sont là. Je l'ai regardé aller à l'entraînement. Je veux dire, Sørensen, il faisait toujours ces petites arabesques. Il y avait quand même toujours la même énergie. Moi, je m'attends vraiment à une saison peut-être pas aussi bonne parce qu'elle était quand même exceptionnelle avec cette deuxième place, ce fameux record de points. Donc, je pense que je m'attends à une saison plutôt bonne et j'ai envie de dire tranquille. Et aussi du point de vue offensif, pas forcément à moins
moins de buts, quoique il y avait quand même un taux de réussite très important chez certains joueurs. Tu parlais avant de Sørensen, mais peut-être que d'autres vont compenser. En marquer plus, je pense notamment à Kylian Mbappé ou Sandro Schmidt. Alors, tu verras. Mais je voulais juste enchaîner sur ce que tu disais. J'ai parlé à Patrick Aymon aussi, justement, après l'entraînement mardi, je suis allé à Fribourg, et lui me disait, un des changements les plus perceptibles qu'on pourrait voir, c'est ils seront un peu plus patients en zone neutre, qui ne l'étaient par le passé, et peut-être moins agressifs dans les 3 zones, ce qu'ils étaient beaucoup avec Christian Dubé, sous l'année passée et les années précédentes. Et il a raison là derrière, c'est que Fribourg va jouer beaucoup de matchs, puis il dit avec l'enchaînement des matchs, avec les compétitions, et avec ça il me l'a pas dit, mais il suffit juste de lire ce qu'il dit, d'écouter ce qu'il dit, avec son contingent qui est peut-être pas hyper profond, d'avoir un jeu qui est moins énergivore, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et à part ça, moi j'ai juste on avait lancé un sondage sur Spotify, et puis on a à peu près 100 votes. Puis la question c'était quel club roman a réussi la meilleure intersaison, et j'avoue être assez surpris de voir Fribourg en 2e position à égalité avec Ajoie avec 22%, donc 21 votes. Premier Genève, quand tu sais qu'il y a Spacek Granlund, tu comprends sans trop de soucis. Mais là finalement je me disais, mais l'intersaison de Fribourg, ok, rat game, pas de problème. Après, il y a des joueurs que j'aime bien. Je me réjouis de voir. Toi, tu penses aux additions, mais peut-être penses aux soustractions de certaines personnes qui en avaient peut-être marre de Christian Dubé et qui se sont dit, en se séparant de Christian Dubé, c'est addition par la soustraction. Ouais, et donc, absolument. c'est peut-être pour ça que certains ont voté comme ça. Je suis pas derrière leur téléphone. Non, mais parce que je pensais, en fait, j'aurais peut-être dû mettre campagne de transfert, si tu veux, plus qu'intersaison. Mais il fallait mettre un terme. Et moi, Yann Dort, j'espère, dans les jeunes, j'espère voir peut-être un Yann Dort. Les autres, je ne sais pas, les Rod, Ether et compagnie, je ne sais pas si on les verra plus, mais Yann Dort, ça peut être un gars qui m'intéresse, si tu veux, à suivre, à monitorer en fait sa saison. Pierre, est-ce que tu douches directement ses espoirs ou je le fais moi? Non, je peux m'en charger. C'est vrai que comme il est quand même centre de métier, sa position préférentielle, avec la colonne de centre à Fribourg, donc Wallmark, Delarose, Schmidt, Walzer, ça paraît compliqué. Aussi, il a 18 ans. Ce qui est quand même très jeune, et puis il a quelques matchs chez les adultes en 2e division suédoise, mais j'avais l'impression à lire entre les lignes, en tout cas en parlant avec Patémon après un match au Sentier, c'est que alors il était prometteur, il aurait un avenir dans cette ligue et dans cette équipe, mais que quand même la case initiale ce serait la Swiss League, mais il pourrait je pense être intéressant de le voir durant la saison, parce que il y a quand même peu de chances que les 4 centres restent en santé toute la saison, et on pourrait le voir assez rapidement. Après, je suis pas sûr qu'il aurait une place fixe dans l'effectif. Ah, bien sûr. J'étais justement à l'entraînement, j'étais surpris, je sais pas si c'était fait la même chose, pourtant je connaissais son gabarit, mais quand j'ai vu Santiago Neff, j'avais l'impression qu'on allait avoir un joueur un peu plus pas frêle, parce que c'est quand même un joueur de hockey, mais je l'ai trouvé assez solide en fait, en vraiment un entraînement, mais je m'attendais pas à voir ce gabarit-là, et je me suis dit tiens, ça pourrait quand même être intéressant sur une 4e ligne. Toi, t'as pensé quoi? Ouais, moi je savais en fait pas du tout quel était le gabarit de Santiago Neff, pour être honnête. On l'a quand même assez peu vu jouer en National League, quelques apparitions ces dernières années à Berne, mais ouais, je l'ai trouvé surtout, j'étais étonné de sa taille. Je crois qu'il fait quand même 1m87. Ouais, selon Elite Prospect. Ouais. J'aurais dit longiligne. J'avais pas l'impression qu'il était très, très imposant physiquement. Mais c'est un des joueurs que je me réjouis de voir. Jérémy Gerber, dans cette 4e ligne aussi, je pense qu'il peut remplacer Maro York poste pour poste. Quoi qu'il a joué avec Delarose et puis Berchi mardi soir à Gand. Est-ce qu'il y a une volonté de l'utiliser? Je pense que l'absence de Wallmark fait que ça a peut-être un peu rebrassé les trios, mais j'ai posé justement la question que Marchand a joué. Exactement. Et j'ai posé la question à Aymon, justement. Je dis, mais Gerber, il joue avec une jolie ligne ce matin à l'entraînement. Je dis, je me doute bien qu'il y a des absents. Il m'a dit, oui, mais j'aime vraiment bien ce joueur. Et il n'a pas vécu une saison extraordinaire à Lugano, il n'était pas utilisé, etc. Mais que lui, il avait l'air de compter sur lui, je sais pas, mais de croire en tout cas dans ce joueur. Mais il fait partie de ces joueurs, on a l'impression que
peut-être dans un contexte plus favorable, ça peut être quelqu'un qui marque une dizaine de buts. Il y a de ces joueurs de National League comme ça où tu as l'impression que, je sais pas, je me dis, est-ce qu'un Bigna, ça pourrait être aussi un gars qui tout d'un coup arrive à avoir ce petit truc en plus, le petit kick qui lui fait passer juste comme un step en fait pour être un peu plus performant et un peu plus imposant en National League. J'ai envie de croire en Bignas, mais moi je suis pas sûr en fait Ouais, il est un peu frustrant. Hein. Je suis pas persuadé que c'est un joueur qui est capable de mettre 20 buts en National League un jour. J'espère pour lui me tromper. Et puis là, je trouvais intéressant avec le changement de coach de voir où il se situerait dans l'alignement. Pour l'instant, c'était plutôt en bas quand il jouait, parce qu'il y a aussi des matchs où il a été laissé de côté dans le cadre du tournus. Ce sera quand même... on va voir ce qu'il adviendra de lui, mais je sais pas ce que vous pensez. Il était en powerplay, je reviens à mon entraînement que j'ai vu mardi matin avant un match, en l'absence de Wallmark, mais il était dans un des cercles à droite du gardien sur un des powerplays. Il n'a pas brillé non plus, mais il faut croire qu'ils veulent quand même lui donner un petit peu de responsabilité s'il y a deux, trois absents. Qu'est-ce qui est le plus probable? Kylian Motet marque plus de 30 points ou Sandro Schmidt marque plus de 30 points? Un tout petit peu de contexte. Motet, c'est 5 des 6 dernières saisons à plus de 30 points. Schmidt, son record, c'est 27. Oh bah Motet, je dirais quand même un peu... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'année de la... J'ai le mot en fait, pas la résurrection, mais la rédemption. Ouais, exactement, voilà, la rédemption. Merci Pierre. Un peu, le mot est trop fort, mais il n'était pas assez standard. Tu l'as défini en disant voilà 5 fois, il n'est pas assez standard. Il va revenir assez standard. On espère pour lui. Et puis Schmidt dépasser 30 points, ce serait vraiment solide. Donc si je devais parier comme ça, plus sur Motet. Pareil, je mise aussi sur Kylian Motet. C'est d'autant plus qu'il pourrait commencer la saison avec 2 Suédois qui sont pas maladroits, Lucas Wallmark et Marcus Sørensen. Je crois que c'est un peu l'idée. Ça peut être intéressant pour lui. L'année passée, alors qu'il fait une saison, je crois, de son propre aveu dégueulasse, il me semble qu'il m'avait dit ça en tout cas une fois entre 2 discussions, il fait 26 points. Donc il est qu'à 4 points d'arriver à la barre des 30. J'ai l'impression qu'il peut être un des joueurs qui va profiter du changement d'entraîneur, que ça peut le libérer. Ouais, j'allais exactement venir là-dessus, justement. Effectivement, le départ de Christian Dubé, à mon avis, devrait... en tout cas, je ne sais pas si ça va libérer Kylian Motet, mais peut-être ça va lui mettre un peu moins de pression dans le sens où... quand il était... Je pense que Kylian Motet était frustré et frustrait aussi son entraîneur, ce qui fait que c'était devenu un peu souvent presque la blague, c'était à quel moment il va l'envoyer en 4e ligne ou 13e attaquant. Et après il y avait 2 entraînements où tu voyais Kylian Motet qui allait bouffer de la glace, qui allait se coucher sur tous les pucks, puis après du coup il revenait dans l'alignement. Ce petit jeu là, je suis pas sûr que ça lui ait fait du bien aux joueurs. Et là je pense que s'il a un rôle défini très vite et que en plus admettons que ça parte bien, il peut avoir une très belle saison. Et là, alors, petit conseil hockey manager, peut-être aussi, il est à 8. Et s'il joue ailier de première ligne plus du powerplay à ce prix-là, ça vaut peut-être un petit investissement. Sur le powerplay, il jouait bumper, ce qui m'a surpris d'ailleurs. Okay. La première fois qu'il doit jouer dans ce rôle-là, je ne sais pas si ça a appelé à durer. J'ai aussi vu ça. Ça m'a surpris, mais... Ouais, on peut juste un peu de contexte pour les gens bumper, donc plus près du goal. Hein, d'habitude, la place de Kylian Motet, c'est sur une des 2 places en défense et plutôt sur, quand on regarde le match, plutôt sur la droite, avec son shoot de gaucher. Il n'y a pas besoin de parler du tir de Kylian Motet sur le powerplay. On sait à quel point il est ravageur. Donc voilà, pour remettre un peu en contexte, bumper, c'était plutôt un Julien Sprunger avec ce qu'il le faisait et qu'il le fait habituellement, et on comprend totalement avec son gabarit, mais d'autres le font dans certains clubs alors que c'est pas des joueurs aussi grands que Sprunger, par exemple. Le bumper, pour ceux qui jouent au flipper, c'est les plots en fait qui renvoient rebond, ouais. Voilà, qui font rebondir la balle de gauche et de droite, et c'est un peu ce rôle là au centre de la boîte où justement tu peux faire des transitions avec ce joueur là pour qu'il redonne le puck à un autre endroit pour faire bouger la boîte. Et je pense que c'est pas vraiment son rôle de prédilection à Kylian Motet, mais pardon, l'absence de Wallmark peut-être
un peu rebrasser certaines cartes. Qu'est-ce qui est le plus probable? Patrick Aymon va au bout de la saison ou ne va pas au bout de la saison, tout simplement? Là, je vais répondre en premier pour une fois. Je pense que le plus probable, c'est qu'il aille au bout de sa saison et j'aimerais bien vous entendre sur cette thématique. Pierre, tu commences? Ouais. Je pense aussi qu'il va aller au bout de la saison. Comme je le disais avant, je m'attends à quand même un championnat tranquille, alors qui sera peut-être pas aussi bon que le précédent, mais je crois pas qu'il y aura de grandes révolutions cette saison. Il y a de la continuité, donc je vois pas tellement aller au bout des 52 journées, aussi en play-off, si play-off il y a, évidemment. Je suis d'accord avec vous. Enfin, surtout, je trouve que si on commence à changer, on savait à la base, quand on est le directeur de Gauthieron, bah voilà, on a déjà signé l'entraîneur pour l'année prochaine. Donc on a déjà notre chemin. Ça servirait à quoi? Faudrait vraiment un cataclysme, une saison, un début de saison complètement pourri, une sorte de panique à bord. Enfin. Ouais, je trouve que ce serait quoi? Ce serait Pavel Rosa qui pourrait éventuellement, Wif Saro qui fera un duo pour remplacer. Mais je trouve que on lui a donné justement Saro et Rosa. Et mon Rosa était déjà là avant, donc vous avez parlé de continuité. Je trouverais très très bizarre de ne pas le voir aller au bout. Cette situation, toi, Pierre, tu la lis comment? On va pas revenir sur le départ de Dubé qui est remplacé par Aymon trop longtemps toute la saison, mais je pense que c'est encore un peu le moment où on a le droit, disons, de revenir une dernière fois là-dessus. Surpris, je pense que comme moi, t'entendais des trucs, donc la surprise, elle était peut-être pas totale, mais quand t'as vu cette nouvelle avec le déroulé, on va dire, de la suite, à savoir quelqu'un en place, mais pendant 12 mois, non, 17 mois en l'occurrence, ou je sais pas combien de mois, et Aymon qui vient au milieu, il y aura un assistant à devoir aller chercher, ça t'a fait quel sentiment? Non, le bricolage intermédiaire avec cette saison un peu de transition, si on ose l'appeler comme ça, je m'y attendais pas. Par contre, comme tu disais, comme tu savais aussi, ça grouillait quand même dans les coulisses. Je pense qu'il faut revenir en arrière, rembobiner un tout petit peu l'histoire pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'après la saison 2022-2023, Christian Dubé était quand même contesté. Il y a cette élimination en pré-playoff. Les joueurs en avaient un peu marre. Il y avait une usure qui se sentait. Là, ils ont décidé de lui rajouter un assistant. Ils ont décidé de lui enlever une de ses 2 casquettes. Donc, ils ont déjà réagi d'une certaine manière. Mais il avait un contrat de 2 ans aussi. Ils ont décidé de continuer. Ça s'est bien passé. Donc, forcément, quand les résultats sont bons, on entend moins un petit peu ceux qui ont des revendications à faire. Et puis après, avec cette élimination quand même un peu mortifiante contre Lausanne, j'ai l'impression que... Et puis surtout la possibilité de parler à un directeur sportif établi, donc Gert Seneyson. Là, il y a de nouveau eu toute une série de plaintes. Et puis voilà, c'est Gert Seneyson qui a pris ses responsabilités. Il a choisi cette option-là, que moi je trouve plutôt bonne par rapport au contexte, pas idéal, on est d'accord. Je crois qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là à être plutôt d'accord, ou en tout cas à se dire que c'est pas une mauvaise idée d'attendre Roger Rönnberg. Mais oui, c'est très très spécial quand même, ça c'est sûr, et je crois que même les joueurs étaient surpris et savent pas trop forcément sur quel pied danser avec cette situation. Ouais, alors c'était... je sais pas si je l'avais raconté à l'époque, au moment on a fait un épisode sur ça, justement, après le mondial. Mais c'était au moment de l'arrivée de l'équipe de Suisse à Kloten. Il y avait toute l'équipe de Suisse sur la scène, là-bas. J'avais ton collègue Jonas à côté de moi, Jonas Ruffieux de la Liberté à côté de moi. Puis je vois le communiqué qui arrive, j'étais là, non. Ouvert l'ordinateur, commencer à devoir vite réagir. Et... après que il y avait tout le Raoult, il y avait pas Didier, l'autre, ouais. la fête sur scène, et les hymnes nationaux, machin, ça nous a permis de bosser tranquillement. Ils descendent tous de scène, et là il y a Berti et Glauser qui étaient pas loin l'un de l'autre, étonnant. Et je dis à Berti, et je dis, mais tu sais? Puis il dit quoi? Puis je dis, je sais pas, tu n'étais pas au courant que Dubé était viré? Il fait, arrête tes conneries.
il croyait en fait que je lui prêchais le faux pour avoir le vrai, en gros, ou que j'essayais de le tester. Ouais. Attends, je lui ai montré mon Intel et je dis regarde, on a reçu le communiqué du BVR. Il fait ah, je savais pas. On m'a juste dit ce matin, j'ai reçu un message d'un gars du vestiaire me disant que il se passait quelque chose, mais il savait pas trop quoi. C'est tout ce que je sais. Puis avec Glauser à côté, puis il dit c'est bon, c'est signé alors. Puis il a rigolé, mais il a rien dit. Mais tout ça pour dire que c'était à ce moment-là que tout ça est tombé. Moi, je voulais juste revenir sur un terme que tu as dit et il m'a surpris dans un premier temps, Pierre, quand tu dis la défaite mortifiante en demi-finale contre Lausanne. Ce qui est, en un sens, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens quand tu perds en demi-finale contre Zurich, Zug et Berne, il n'y a personne qui va venir t'embêter. En même temps, cette équipe de Lausanne a été ultra solide en play-off. Jusqu'en finale et jusqu'au match 7 de la finale, voire aurait pu jouer encore 10 matchs comme ça, ils auraient gagné tout ça à la maison et Zurich, tout ça à la maison également. Ce qui l'a rendu mortifiante, c'est la façon, du coup. C'est un peu ça que tu voulais dire. Ouais, avec quand même l'impression que Christian Dubé et son staff s'étaient fait complètement out-coacher par Geoff Ward. On avait l'impression que Gauthieron avait quand même atteint un plafond avec cette qualification aussi quand même compliquée contre Lugano en allant jusqu'au 7e match. Donc il y avait quand même il y avait de l'amertume chez les supporters. Bon, ça c'est habituel, mais aussi ça vient avec l'abonnement. Tu le reçois dans la pochette. C'est gratuit. Un shot d'amertume. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus probable, Fribourg en demi-finale ou Fribourg ne fait pas les playoffs? Allez, Jean-Fred. Ouais. Réfléchis. Non. Comme ça, d'emblée, sans réfléchir, hein, je dirais les demi-finales. Mais après, c'est toujours la même chose. La Champions League, le championnat, cette Coupe Spengler, je voulais mettre un adjectif anglais qui commence par F puis qui finit par Hucking, mais pour le club, mais c'est chaud. Et j'en ai parlé avec Aymon, puis lui, il séparait les tranches de 13 matchs en 13 matchs. Ok, très bien, mais vous l'avez mentionné aussi, pas la sécheresse du contingent, parce que ce serait méchant de dire ça, mais d'une certaine manière, s'il y a un ou deux blessés, et puis que tu dois faire revenir Jan Dort, ou par exemple au centre, parce que Walzer est blessé, admettons, je trouve un peu... c'est pas une situation facile, et que c'est bien joli de vouloir faire grandir la marque Gauthieron, mais d'avoir une seule compétition, peut-être deux à jouer, mais là d'avoir ce troisième truc au moment où tu peux potentiellement recharger un tout petit peu les batteries, ça me fait peur pour Fribourg, en fait. Ouais, ces compétitions, je pense qu'il y a plusieurs façons cette multiplication des compétitions, il y a plusieurs façons de les analyser. C'est que, alors, bien sûr, la Ligue des Champions, ça prend du temps et de l'énergie de voyager, mais ça couvre quand même une partie de la préparation. Au final, c'est peut-être deux matchs en novembre. De toute façon, ils vont souhaiter être éliminés comme toutes les équipes suisses pour ensuite pouvoir se concentrer sur le championnat. J'exagère à peine. Donc, je suis pas sûr qu'après, durant la saison, c'est une énorme perte d'énergie d'aller faire que cette Ligue des Champions. Et puis la Coupe Spengler, c'est quand même un autre hockey, on le dit souvent, avec beaucoup de renforts. Je suis pas certain que ça va peser vraiment lourd dans la balance pour le championnat. Après, si effectivement, il y a, comme Diane l'année passée, il y a énormément de blessés, puis que tu dois tirer sur déjà des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer beaucoup, et que tu as ces matchs en plus, là, ça peut devenir problématique. Après, si Fribourg est épargné par les blessures, ce qui est le cas depuis bientôt 5 ans, soit c'est un miracle, soit c'est du bon travail de Simon Holdener, peut-être un peu des deux. Je pense que ce sera pas un problème. Pour répondre à ta question, Greg, moi je pense que c'est plus probable que Fribourg arrive en demi-finale, mais j'étais pas loin de dire l'inverse. Donc je vais dire à quel point j'ai pas énormément non plus de certitude, parce que il y a une brochette d'équipes quand même là au milieu qui peut se trouver soit en demi-finale, soit du mauvais côté de la barre. Donc voilà, on sait comment ça marche. À ton tour. Allez. Avec Zurich qui est toujours aussi fort. C'est plutôt, sans réfléchir à Fribourg, je me dis, est-ce que qui n'irait pas en demi-finale si Fribourg y va? Et avec Moizouk que je vois très fort, avec Zurich très fort, Berne c'est quand même un petit peu renforcé, Lugano est meilleur, Genève est solide.
Lausanne est le finaliste l'année passée. Alors oui, ils ont eu 2-3 pépins, mais ils n'ont pas forcément une moins bonne équipe. Faut pas croire que vu qu'il y a eu 2-3 départs, ils seront à la ramasse. Donc avec les 2 propositions à choix, et je sais que c'est pas évident comme je nous fous dans la merde un peu là, avec les 2 propositions à choix, c'est pour moi plus probable que Fribourg ne fasse pas les playoffs, que Fribourg soit en demi-finale. Okay. Et une dernière, qu'est-ce qui est plus probable, Julien Sprunger prolonge ou Ryan Gunderson prolonge? Ryan Gunderson prolonge. Pour toi, c'est la fin de Julien cette saison? Je pense que oui, ouais. À mon avis, lui-même, je pense, va prendre cette décision. J'en ai pas parlé avec lui dernièrement. Enfin, la dernière fois, il disait que voilà, tout était ouvert encore, donc j'ai pas d'infos, mais j'ai l'impression que il va finir avec cette saison-là, une année après son pote Andrei. Et puis Ryan Gunderson, comme il peut jouer jusqu'à 57 ans sans problème, et puis qui va nouveau mettre 40 points dans 36 sur le powerplay, c'est pas impossible. Et 35 passes à décisives. choisir, j'aurais dit aucun des 2 ne prolonge, mais je suis aussi de cet avis, mais s'il faut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, je suis pareil que toi, ce serait plutôt Ryan Gunderson. Ouais, pareil, et je regardais l'âge de Gunderson en me disant que l'année prochaine, en fait, s'il devait prolonger, il a 40 ans le 16 août 2025. Mais comme vous l'avez dit... Un bon match à la Vallée contre Liberec pour tes 40 ans. Ça doit faire plaisir, ça. Mais je suis impressionné. C'est dommage, il ne pourra pas faire une fête. Quoi. 40 ans, la bière ne coulera pas à flot. Mais je suis impressionné, comme vous avez dit, sur ses capacités sur le powerplay. En fait, on a l'impression que c'est inné chez lui et que tu peux le faire encore jouer 2-3 ans. Il a une telle aura, une telle capacité que ce ne sera pas forcément un problème. Surtout que Fribourg est l'un des rares clubs à ne pas avoir de 7e étranger cette année. Si l'année prochaine, tu lui dis, écoute Ryan, si tu te plais encore une année, tu restes un peu, tu fais 20-25 de saison régulière, on ne te fait pas jouer les back-to-back, on te paye un peu moins. Est-ce que tu as envie ou pas? Après, il aura peut-être envie d'entrer à la maison aussi au bout d'un moment, mais c'est aussi pour cette raison-là que je verrais presque pas moins probable, disons, que l'autre. Ouais. Puis à 39 ans, il est encore complètement indiscutable sur le powerplay, ce qui n'est pas rien si on regarde l'effectif de Fribourg, parce qu'il y a comme 4 défenseurs même ailleurs, en fait. qui peuvent jouer le powerplay, ce qui est quand même ce qui est énorme. Il y a Borgman et Diaz qui, a priori, vont pas vraiment avoir droit du temps de jeu à 5 contre 4, donc pourquoi pas. Parfait, on a fait le tour de toutes les petites thématiques que j'avais. Je crois qu'on n'a rien oublié de scandaleux, selon toi. Écoute, non, on aurait pu parler de plein de choses, mais là, je pense qu'on a abordé les sujets qui prêtent à discussion. Eh bien, c'est parfait. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et quand est-ce que Point de Vue revient? Vous avez déjà recommencé? On n'a pas recommencé encore. On reviendra, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine avec une interview de Patémon pour commencer, voilà, le nouveau boss. Si Super. vous voulez écouter Point de Vue après avoir écouté la Stammtisch, c'est pareil, c'est sur Spotify que ça se passe. En tout cas, vous avez d'autres vecteurs, j'imagine, mais je pars du principe que tout le monde a plus ou moins de près ou de loin Spotify, mais on peut vous écouter ou d'autres? Sur plusieurs plateformes et puis sur notre site internet aussi, mais Spotify, effectivement, je pense que c'est la voie la plus directe. Avec même moyen de mettre la petite étoile de favori du podcast, comme ça, quand il sort, vous savez, parce que nous, c'est tous les mercredis à 17h, vous, c'est un tout petit peu plus fluctuant, mais vous les annoncez sur vos réseaux, dans le papier, vous avez aussi d'autres moyens que nous quand même pour être bien plus visible. En tout cas, merci pour ton temps. Merci Pierre. Ouais, merci à vous, bonne saison. Mais voilà, on est au terme de cet épisode numéro 2 de la saison 7 de Colfax. On a fait un petit tour d'horizon, un grand tour d'horizon d'ailleurs, de 3 de nos 5 clubs qui vont nous occuper toute la saison. On remercie encore les 3 invités qui se sont succédés à notre micro. Donc Rafi tout au début pour le HC Ajoie, Linden pour le HC Bienne et Pierre pour Fribourg-Gotteron. Semaine prochaine, on parlera, évidemment, pas de surprise, Genève et Lausanne. Et peut-être un peu du reste de la ligue, on verra si on a envie ou si on attend encore un peu. Il y a encore du temps jusqu'au début. Il faut qu'on garde du contenu, donc on verra. D'ici la semaine prochaine, si vous avez des questions, on est à disposition. Si vous avez des remarques, si vous avez des avis, si nos avis vous ont fait réagir et ce qu'on pense être le plus probable
est erroné selon vous, n'hésitez pas à nous le dire, c'est avec plaisir. Je me dis, est-ce qu'il faudra que je trouve une idée de sondage pour l'épisode sur Spotify d'ailleurs? Parce que non, mais c'est assez sympa d'avoir les votes finalement des gens. Et d'ici la semaine prochaine, bon match de préparation pour ceux qui vont sur place. Merci à ceux qui viennent dire bonjour au bord de la glace d'Yverdon, parce que moi j'ai commencé ma saison à Yverdon mardi soir. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui nous écoutent et qui viennent nous parler avec nous. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Et à la semaine prochaine. À bientôt.